Oui. Aujourd'hui, on va parler de private equity et essayer de comprendre comment on peut accéder à ce type d'investissement quand on vit à l'étranger. Guillaume, tu es gérant privé. Dis-moi, est-ce que tu as plusieurs types de private equity? Le private equity, ça va prendre en globalité l'intégralité des cycles de vie d'une société. Donc, de la création de l'idée, qu'on va appeler le venture capital. Donc, c'est plutôt risqué, puisque la société n'a pas encore fait preuve ni de son idée, ni de la mise en place de celle-ci. On va voir une deuxième étape toujours dans le cycle de vie de la société, qui va se situer plutôt sur le bas de la courbe et qui va être le gros equity, où là, on va investir dans cette société parce qu'elle a besoin de capitaux, encore une fois, et toujours en prenant des participations dans cette société à chaque fois. Où on va essayer de la développer, de la rendre soit beaucoup plus régionale, internationale, de la développer dans son secteur d'activité. La troisième phase va être la phase de LBO, leverage buyout, où là, on va investir massivement et dans cette phase de LBO, on va avoir plusieurs cycles. Donc, soit par exemple, racheter des concurrents pour finalement se développer, investir un nouveau pays, finalement limiter quelque part la concurrence, mais surtout euh, parler de notre marque et que notre marque devienne une référence pour qu'elle soit et qu'elle continue d'être connue. Dans une autre phase de LBO, et certains fonds sont spécifiquement dessus, c'est prendre des sociétés qui sont déjà extrêmement matures, donc qui sont passées par toutes ces phases, la phase de venture capital, de grosse equity, une première phase de LBO, et qui vont arriver jusqu'au moment de les coter en bourse, donc où là, elles ne seront plus du marché du non-coté, mais bien coté sur un indice dans le monde entier, peu importe. Et la dernière phase, dans le private equity dont on parle assez peu puisqu'elle est plutôt risquée, c'est la phase de turnaround, donc de capital retournement, où là, on va investir dans des sociétés qui sont en difficulté financière parce qu'une phase de LBO s'est mal positionnée. Ils ont racheté un concurrent, ils n'auraient pas dû. La dette que la société avait a été finalement mal mise en place, peu importe. Et ces sociétés ont besoin de restructuration, de redressement. Et on a quelques stars françaises à ce niveau-là, notamment Monsieur Tapi, qui est un professionnel du capital retournement. Ouais, je t'en remercie, c'est très clair, comme, cartographie de tout ce que tu vas retrouver dans le private equity. Moi, j'avais quand même l'impression que la majorité des gens, ce qu'ils connaissent surtout, c'est le venture capital en investissant dans les startups ou, le capital de retournement avec, Bernard Tapie. Est-ce que toi aussi tu as cette impression-là? Alors, on a énormément cette impression due à ce qu'on peut voir, notamment sur les réseaux sociaux, avec quelques très belles réussites qui ont maintenant monté des fonds, et cetera. En revanche, le venture capital, pour moi, est l'une des phases les plus risquées. Un peu plus risqué même que le capital retournement, puisque dans le venture capital, on peut avoir investir dans un fonds qui va lui-même investir sur 100 entreprises. On connaît le résultat des entreprises qui se lancent. Au bout de 3 ans, il y a 90% de ces entreprises qui ont fermé. Donc on prend un énorme risque finalement, proportionnellement, quand on fait du venture capital. En revanche, quand ça se passe très bien, le venture capital fait aussi partie des phases, des types de private equity dans lesquels on peut investir qui ont le meilleur rendement. Donc on peut attendre un très gros retour sur investissement quand ça se passe bien. Donc l'idée évidemment, encore une fois, c'est de sélectionner les meilleurs fonds heu, dans ça. OK, donc tu parles de la partie risque et de la partie, rendement et ça, c'est vraiment spécifique à chaque partie, à chaque type de private equity que tu as mentionné. Comment est-ce qu'on s'y retrouve quand on n'a jamais, entendu parler de tout ça? Alors, quand on n'a jamais entendu parler de private equity, je pense que comme dans tout type d'investissement, pour commencer, il faut essayer de se former, comprendre dans quoi on va investir, à quoi ça va correspondre. Investir dans du private equity, donc prendre des parts d'actions de sociétés non cotées, c'est investir dans ce qu'on appelle l'économie réelle dans un temps long. On va pouvoir investir dans cette économie, mais il faut se dire qu'un fonds de private equity en règle générale, c'est entre 5 et 10 ans où notre épargne, notre cash est bloqué. Donc on investit dans cette économie réelle, mais c'est long. Quand on va regarder le risque, bah, tout va dépendre un peu des fonds. Évidemment, on a maintenant des track records qui sont assez longs. Aux États-Unis, ça fait un peu plus de 60 ans que le private equity existe. Ça fait 45 ans en Europe. Donc, on arrive à avoir des track records. Au niveau de ce risque et de cette performance, bah, c'est finalement notre métier à nous, typiquement, c'est de
noter et de scorer l'intégralité de ces fonds pour connaître leurs risques, mais aussi d'essayer d'estimer la répétabilité des performances passées qu'ils sont capables de faire. Puisque les performances passées ne présagent pas des performances futures, ça fonctionne pour le marché coté comme le marché non coté. Mais sur le non coté, on va plutôt se baser sur le track record du fonds, pas sur ce que l'action a fait en bourse, où il y a beaucoup plus d'affect, puisque c'est la confiance des marchés qui fait la valorisation de la société sur de très court terme dans les marchés cotés, notamment avec des publications de résultats trimestriels de toutes ces grosses boîtes. Dans le private equity, on va être focalisé sur plusieurs KPIs, mais notamment l'équipe de gestion. Est-ce que cette équipe de gestion a déjà réussi à faire de belles performances? Si la réponse est oui, et que l'équipe de gestion n'a pas changé, ça fait partie des choses que nous, on regarde avec beaucoup d'attention pour être convaincus que le fonds qu'ils sont en train de proposer va réussir à faire la même chose, à répéter la performance passée. Et ce risque, il est plus ou moins élevé en fonction du track record, de ce qu'on sait du cycle de vie des sociétés. Et quand on investit en venture capital, il y a beaucoup de casse au niveau des premières idées. Quand on investit en grosse equity et que les idées ont déjà émergé, que la société est quasiment à zéro, donc elle n'est pas encore rentable, mais elle n'est pas en train d'investir massivement pour montrer que sa proof of concept existe et elle est bonne, on prend déjà un peu moins de risques. Parce qu'il y a déjà eu un premier screening de toutes ces sociétés très jeunes qui n'ont pas dépassé les 3 ans ou les 5 ans et qui sont complètement éliminées, donc on investit sur des sociétés un peu plus solides. Quand on investit en LBO, donc qui est cette espèce de troisième phase de la courbe de croissance en J des sociétés en général, on prend quelque part encore moins de risques. Mais on doit s'attendre à avoir un rendement, même sur du temps long, qui est plus faible, puisque ces sociétés, on prend finalement moins de risques. Et il y a toujours ce couple rendement-risque qui va rentrer en compte. De toute façon, avant d'investir en private equity, savoir où on met les pieds, c'est de renseigner. Et sur toute cette partie de private equity, quelle est la performance qu'on peut attendre en moyenne? Alors, tout va dépendre encore une fois, puisque dans cette partie de private equity, on va avoir 2 grandes typologies de fonds. Les fonds feeders, donc ce sont des fonds qui vont investir en direct sur des sociétés, donc avec très peu d'intermédiaires. Ils vont investir sur 5 à 30 sociétés et sur un fonds feeder de leverage buyout, on peut attendre une performance en 10 ans de x3. Donc un retour sur investissement de x3. Le même sur du fonds de leverage buyout encore, mais de la seconde catégorie, qui est un fonds de fonds. Donc, un fonds qui va lui-même investir dans des fonds qui eux-mêmes vont investir dans des sociétés. Donc là, on va investir sur beaucoup plus de sociétés. Ça peut aller de 500 à 3000 sociétés, en fait, si on regarde le scope assez large de ce que proposent les fonds. On a un risque qui est beaucoup plus dilué, puisqu'on investit sur un panel beaucoup plus large de sociétés. En revanche, on a quelque part un peu plus d'intermédiaires, plus de sociétés, et donc on peut un bon fonds de fonds en leverage buyout, il va plutôt faire du x2 en 10 ans. Donc c'est quand même significatif dans le temps. Je te remercie, c'est très clair. Je pense que ça fait une bonne introduction pour ça, pour comprendre qu'est-ce que c'est, en quoi c'est différent de l'investissement en bourse, hein, tu l'as expliqué, la durée d'investissement et donc du coup l'impact sur la liquidité. Tu peux pas acheter et revendre aussi rapidement que si tu avais investi en bourse. Par contre, de l'autre côté, tu as aussi des performances aussi très intéressantes. Il y a aussi à retenir que en fait, il y a vraiment 2 types de fonds, les fonds feeders et les fonds de fonds. Et que j'imagine, c'est pas du tout les mêmes personnes qui vont investir dans, un fonds de fonds ou un fonds feeder? Oui, on peut le voir comme ça en effet. Un fonds de fonds va être moins risqué, beaucoup plus diversifié. Enfin, c'est une bonne façon de mettre le pied à l'étrier dans le private equity. On va être très diversifié, avoir un risque inhérent un peu inférieur. On va pouvoir toucher un grand nombre de thématiques dû à la diversification. On saura évidemment, quand on est investisseur, on a la liste de toutes les entreprises dans lesquelles on est investi. Et on peut les trouver et c'est normal, c'est des informations qu'on nous donne. Sur un fonds feeder, en effet, pour quelqu'un qui est capable de prendre plus de risques. Mais encore une fois, tout dépend de son portefeuille et de la façon dont ses actifs sont alloués. En private equity, le bon conseil, ce sera jamais de mettre l'intégralité de ses liquidités
Ce n'est pas l'objectif. L'objectif du private equity, c'est d'offrir une opportunité de diversification et donc de rendement pour un portefeuille. Pas de faire un all-in, jamais. L'objectif, c'est de garder un risque mesuré globalement sur l'ensemble de ses actifs. Ouais, je te remercie de rappeler ça parce qu'il y a, quelques mois, on m'a approché pour, placer 100 000 € dans une, société non cotée. Une seule. Qu'est-ce que tu penses de ça et quel est le montant comme, à prévoir quand même quand tu investis soit dans un fonds feeder ou soit dans un fonds de fonds? Le montant minimum va dépendre énormément de la juridiction dans laquelle se situe le fonds, donc de son organisme de tutelle. Les conditions d'entrée dans un fonds ne sont pas les mêmes en France qu'elles peuvent être à Hong Kong, à Singapour, en Asie. En France, pour investir dans un fonds de private equity, pour la première fois, il faut forcément mettre 100 000 euros pour devenir investisseur averti. Et derrière, sur certains fonds et pas tous, on peut avoir accès à des tickets plus faibles, entre 30 000 et 50 000, voire même un peu moins. Évidemment, il y a une énorme démocratisation des fonds de private equity et des plateformes de private equity actuellement, où certains proposent des investissements à partir de 100 euros ou 500 euros, je n'ai plus les chiffres en tête. Il faut se pencher sur ce qu'est le private equity et comment il est fait et comment les fonds se positionnent. Historiquement, le private equity était réservé qu'à des institutionnels qui étaient capables de mettre de 10 à 50 millions d'euros dans un fonds pour être investi. Maintenant, on arrive sur une période où le private equity a été retailisé, donc le commun des mortels y a accès, notamment au travers de conseillers en investissement financier qui ont le droit de distribuer ce type de fonds. Mais au-delà de ça, certaines plateformes ont aussi réussi à faire des tickets d'investissement bien plus faibles pour que tout le monde puisse en profiter. En revanche, quand on regarde les performances du private equity, il y a ce qu'on appelle les fonds du premier quartile qui sont extrêmement performants et qui, en règle générale, ont des taux de rendement interne d'opération au-dessus de 20%. Ces fonds sont très difficiles d'accès. Donc, on peut avoir accès à des fonds de second quartile ou de troisième quartile assez facilement, mais il ne faut pas s'attendre à ce que la performance soit la même. Quand on parle de private equity, tout est hyper shiny, hyper beau. En revanche, il faut bien regarder où est-ce qu'on met ses sous. Donc, toi, par exemple, tu avais proposé de mettre 100 000 euros sur une seule société. Bah, tu savais au moins où tu mettais tes sous sur cette société dont on t'avait sûrement parlé. Quand on me demande d'investir 100 euros via une plateforme qui fait du private equity, j'aimerais être convaincu que je suis dans le premier quartile où la performance est la meilleure et je suis déjà convaincu du fait que les fonds ne fonctionnent pas comme ça, que c'est quasiment impossible. Ce serait très bien que ce soit possible pour tout le monde, mais très compliqué. Les fonds de ce premier quartile se sont créés pour mutualiser l'épargne des privés, donc nous, avec des tickets d'entrée minimum à 100 000, pour arriver à des déploiements entre certains fonds, c'est des centaines de millions d'euros, mais les plus petits, ça peut être 50 millions sur le premier millésime. Donc, ils vont avoir un certain nombre d'investisseurs, mais ce ne sera pas non plus des millions d'investisseurs pour arriver à ces 50 millions. Comme si tout le monde avait mis 50 euros et qu'on est arrivé à 50 millions. D'une part, parce qu'il faut, enfin, je pense que c'est une classe d'actifs qui est risquée. Il faut l'avoir en tête. Ça fait partie de la classe, enfin, des classes d'actifs les plus risquées du marché. Et donc, cette barrière de 100 000 euros qui permet de devenir investisseur averti, quand on investit 100 000 euros, il y a forcément une énorme réflexion. On va regarder ce qu'on va faire, on va essayer de comprendre. Quand on investit 500 euros, je suis pas sûr que cette barrière existe. Je sais pas à quel moment elle commence, mais pour 100 000 euros, il est évident qu'il va y avoir une certaine réflexion de où on met notre argent. Et quand on met 100 000 euros, on est en droit d'espérer une jolie performance, sachant qu'on va bloquer son épargne entre 5 et 10 ans. Donc, encore une fois, cette prime d'illiquidité. Mais on va essayer d'être dans ce premier quartile pour justement bénéficier des meilleures performances. Et ça, c'est le travail des fonds. Alors, si c'est un fonds de fonds, du fonds d'investir dans des fonds qui sont dans ce premier quartile, et sinon d'investir dans un fonds feeder qui était déjà dans ce premier quartile de performance sur ce qui s'est passé avant. Donc encore une fois, il y a un gros travail de recherche, de comparaison de tous ces fonds et d'être bien convaincu de la répétabilité des performances passées de ce fonds dû à son équipe de gestion, à ses choix, à sa situation géographique, où est-ce qu'il investit, dans quoi, pourquoi, comment. Euh, Si on reprend
le cas du fameux 100 000 € qu'on avait proposé de mettre dans une seule société. Si demain, moi, je veux commencer à investir dans des sociétés non cotées et que j'ai accès, tout seul à ce genre d'opportunité, est-ce qu'il y a un nombre minimum de sociétés dans lesquelles je devrais investir pour lisser mon risque? Donc si on reprend ton exemple de 100 000 € sur une seule société, évidemment, pour mettre le pied à l'étrier en private equity, c'est extrêmement risqué. Tu peux trouver des plateformes qui vont te permettre d'investir sur des startups, donc sur la partie venture capital, où on est en droit d'attendre de gros rendements et où tu vas pouvoir diversifier tes tickets, mettre finalement peut-être 5 000 par société. Et donc finalement, tu vas investir sur une vingtaine de sociétés et ainsi diluer ton risque. Encore une fois, en le faisant frontalement comme ça de toi-même, tu limites les frais, puisqu'il y en a beaucoup moins, tu investis en direct dans ces sociétés. En revanche, le gros avantage d'investir via un fonds, même que ce soit un fonds feeder qui investirait dans 10 ou 20 startups, c'est que le fonds feeder, c'est son métier, c'est son expertise. Et s'il est encore sur le marché, il a prouvé qu'il arrivait à répéter ce qu'il avait fait, donc finalement la répétabilité de sa performance et donc de son expertise, de son équipe d'analystes qui vont analyser les idées des startups avant d'investir, mais aussi de son équipe d'accompagnement, puisque quand on prend des parts dans une société et qu'un fonds prend des parts dans une société, il va accompagner cette société pour la développer. Ça ne va pas juste être un apport pécunier, il va aussi y avoir un apport humain de stratégie, que ce soit au niveau du déploiement. Par exemple, si j'ai développé ma société en Bretagne et que je veux la développer dans toute la France, bah, je vais avoir des personnes qui sont expertes du domaine, qui vont me conseiller où ouvrir mes autres succursales pour que ça fonctionne bien. Et donc, j'ai une vraie dimension de conseil. Et c'est aussi pour ça qu'investir au travers d'un fonds est très intéressant. On ne peut pas être meilleur que des gens dont c'est la spécialité et qui en font tous les jours et depuis 20 ans. Chacun son métier et c'est très important de le prendre en compte et de le comprendre. Je suis vraiment d'accord avec toi là-dessus parce qu'on sous-estime le fait que c'est vraiment un métier. Déjà sélectionner les entreprises dans lesquelles investir, même moi avec un background, finance d'entreprise, c'est pas suffisant. Il faut vraiment avoir des vraies connaissances business sectorielles pour comprendre Tout à fait. exactement, bah, tous les enjeux qu'il y a derrière cette société en particulier et puis après, ben, il y a l'accès. En tant que personne lambda, j'ai pas forcément accès aux meilleures opportunités et je serai pas non plus en position de donner tout cet accompagnement qu'une entreprise qui a été financée par un fonds aura naturellement parce que c'est leur métier. Vous pourrez retrouver dans la newsletter, de cette semaine, le graphique qui reprend, vraiment, toutes les étapes et un récapitulatif des types de rendements, par type de private equity.